déjà, je vais me présenter. Bonjour. Donc, je suis Claire Bernot-Cabot. J'ai entrepris, quand je suis rentrée à l'Éducation nationale, de refaire un cursus universitaire en sciences de l'éducation. Parce que j'estimais que j'intervenais beaucoup en ZEP et enfin, j'avais besoin de mieux connaître le public. Et puis, enfin, j'ai passé mon master sur un sujet qui était de l'orientation jusqu'à la mise à l'emploi des jeunes, comment éviter les ruptures sociales. Et je me suis dit que, en fait, il y avait tout un pan de la jeunesse que l'on ne voyait pas, ni à l'école, ni dans les associations, ni dans les missions locales, et qui était à l'arrêt de la société. Donc, ces jeunes, pourquoi je les ai appelés des invisibles au départ? La notion d'invisibilité était surtout relative à la notion de visibilité dans les statistiques. Merci. Dans les statistiques, ces jeunes n'apparaissent nulle part puisqu'ils sont ni en éducation. Attendez, il faut que je trouve le bon truc. Voilà, c'est bon. Je vais aller directement. Voilà, je vais vous donner quelques définitions. Donc, ces jeunes invisibles, ils sont ni en éducation, ni en formation, ni en emploi, et surtout ni en accompagnement. Donc, dans les missions locales, dans toutes les structures d'insertion, d'accompagnement, on ne les touche pas. Ils ont entre 15 et 29 ans, donc sans statut. Ensuite, j'ai créé, parce que l'invisibilité, c'est bien, donc le jeune sans aucun statut, c'est une chose, mais en fait, quand on réfléchit à qu'est-ce qui amène à l'invisibilité, il y a toute la période de risque de devenir invisible, c'est-à-dire quand on a le risque 1, quand on est en emploi précaire, eh bien, on risque, si on ne retrouve pas de travail régulièrement, de tomber dans cette invisibilité. Si on est en accompagnement long et qu'on ne trouve pas de solution pendant cet accompagnement long, eh bien, c'est exactement la même chose. On risque de tomber en invisibilité. En accompagnement court, j'ai pas pu le mesurer, mais c'est aussi un risque puisque l'accompagnement, enfin l'accueil anonyme, c'est-à-dire pourquoi pas dans les CIO ou dans les piges, points d'information jeunesse, etc. On peut avoir un premier accueil, mais sans laisser ses coordonnées et donc sans suivi ensuite et sans accompagnement donc. Et puis, bien évidemment, en degré 4, les jeunes sans aucun statut, donc mes invisibles complets. Ensuite, si on avance, au début de ma recherche, c'est-à-dire en 2011, les NEET n'étaient pas médiatisés, n'existaient pas dans le domaine du grand public, et ni d'ailleurs dans le domaine universitaire, hein. Et donc, en 2013, je crois qu'il y a eu les premiers chiffres sur les NEET, c'est-à-dire les 15-29 ans, ni en éducation, ni en formation, ni en emploi, sont apparus et donc ont été une première mesure. Alors moi, je me suis dit que c'était bien que les institutions s'inquiètent des NEET, mais que c'était pas suffisant. La notion d'accompagnement était importante, à mon sens, pour arriver à sortir ces jeunes de ces difficultés d'insertion. Donc, du coup, parce que je me suis dit, quand les NEET sont apparus, je vais peut-être arrêter, hein, c'est bien de travailler sur un sujet, mais autant que ce soit un sujet qui serve à quelque chose. Et donc, non, effectivement, la notion d'accompagnement était très, très importante. Et donc, j'ai poursuivi mes travaux de cette manière. Ensuite, il y a un autre sujet, une autre définition sur laquelle j'aimerais bien qu'on s'accorde,
que vous connaissez toutes, et tous, c'est la notion de précarité. Je ne vais pas vous la rappeler. Par contre, ce que je peux rappeler, c'est que ça génère, obligatoirement de la souffrance et de l'isolement, ce qui est un vrai problème pour, ceux qui la subissent. Ensuite, vous avez la notion, de, descendeur social. C'est ce que mes travaux mettent à jour, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un quart des jeunes vivent moins bien que leurs parents, quel que soit leur niveau d'éducation et quel que soit d'ailleurs, leur milieu social. C'est un sujet que l'on retrouvera, par la suite. Ensuite, vous avez l'ascenseur social, alors lui qui continue, à fonctionner, hein. Peut-être, comment dans la mesure où, plus le chômage augmente, plus c'est compliqué pour tout le monde de, trouver un emploi. Mais, cela dit, l'ascenseur social continue, des jeunes issus des milieux, défavorisés, eh bien, arrivent à, avoir, une vie, meilleure que leurs parents. C'est, une chose qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, vous avez, comment 2 problèmes majeurs, qu'il faut, avoir en tête. C'est-à-dire qu'on a un flux qui alimente un stock. Le flux, c'est, les décrocheurs de l'éducation initiale, et ensuite, vous avez, le stock qui est, là, le stock des invisibles. Le flux peut être, et doit être pris en charge, à mon sens, par, l'éducation initiale, avec la prévention du décrochage, avec, de la réussite éducative, avec, l'accompagnement scolaire, avec tous les éléments qui permettent, d'éviter que les jeunes ne sortent trop tôt, de, l'éducation initiale. Mais après, gérer le stock, c'est autre chose. Le stock des invisibles, en plus des invisibles, puisqu'en fait, vous en connaissez quelques-uns, mais les invisibles, par essence, ne viennent pas frapper à la porte de toutes, vos, structures, d'accueil. Ça demande d'aller les chercher sur les territoires ou alors, plus exactement, peut-être de les faire venir, chez vous dans vos structures. Et donc il faut les remobiliser dans une dynamique de projet, dans, de la formation, pourquoi pas, de l'emploi ou encore un service civique ou toute autre forme qui permettra de les remettre en activité, en action. Parce que un invisible, c'est un jeune qui est à l'arrêt. Et quand, j'ai eu des invisibles en face de moi, ce qui était récurrent dans les entretiens, c'était, le jeune qui disait: «Mais je ne suis rien». C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient en isolement total, en retrait de la société. Je ne suis rien, je n'ai aucune utilité sociale, je ne vois pas ma place, je ne sais pas, où je vais, je sais pas d'où je viens, enfin je suis vraiment, voilà, je suis rien. Et du coup, il y a un vrai enjeu, de société puisque on a, comment un nombre important de jeunes dans la société française aujourd'hui, mais pas que française, mais en tout cas en France, c'est là que ça nous intéresse. Il faut arriver à sortir ces jeunes de cet isolement et de cette souffrance. Hem, la seule chose, la limite, c'est l'emploi. Donc, peut-être que, dans le 3e temps de ma présentation, on parlera justement de la place des entreprises, dans tout ça. Et il y a un élément, que j'aimerais bien, comment aussi que vous ayez en tête, dans, la réflexion sur la mise en œuvre, de nouvelles actions. C'est que, en fait, dans les invisibles, il y a des jeunes, qui ont des bac+5, voire 2 fois le bac+5, voire, un doctorat, voire, un BTS, enfin, quel que soit, leur niveau d'études, ils peuvent se retrouver dans cette situation. Donc la limite, c'est l'emploi. Mais il faut savoir que ceux qui n'avaient pas de diplôme pouvaient trouver, dans des emplois, sous-qualifiés où il y avait pas besoin de qualification. Aujourd'hui, ces emplois sont utilisés par ceux qui ont des qualifications plus et du coup, qui, éliminent encore plus ceux qui n'ont pas de qualification. Donc, moi, ce que j'ai
appelé l'effet domino. Donc, il y a des répercussions finalement à, cette problématique de l'insertion, des jeunes, quel que soit leur niveau de qualification. Il y a des répercussions à tous les étages et c'est important de l'avoir en tête. D'où la responsabilité aussi des entreprises, par rapport à tout ça. Donc, ensuite, alors je vais peut-être vous donner, un petit peu le déroulé de la présentation après avoir, posé un petit peu, les bases de, ce que c'était que l'invisibilité. En fait, il y a 3 temps. Il y a un temps, comprendre la sociologie de ces jeunes, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils, enfin, quelles sont leurs problématiques, combien sont-ils, quels sont les territoires touchés, et cetera. Donc ça, c'est un premier élément de compréhension, du public. Ensuite, il y a, la problématique de l'offre. L'offre, c'est vous, c'est les acteurs, l'offre. Et en fait, cette offre, quelle est-elle? Comment est-elle répartie sur les territoires? Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est bien organisée, et cetera, pour que, est-ce qu'elle est visible, ou invisible? Des jeunes en demandent. Donc ça, c'est, le deuxième élément. Et puis après, il y a les politiques, jeunesse, qui, en troisième partie, politique jeunesse qui, sont, finalement, peut-être les moteurs d'une transformation, vers, eh bien, une autre manière d'accueillir ces jeunes, invisibles et de les intégrer dans la société par toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre. Mais, pour, ça, il faut, de la cohérence, il faut, voilà, une vision peut-être un petit peu globale, mais on le verra plus tard. Donc, on va parler de ces jeunes dans un premier temps, excusez-moi, de ces jeunes, dans un premier temps, donc de, leurs problématiques, de, leurs souffrances, de, leur manière de voir, la situation. Donc la partie sociologique des jeunes, la connaissance de ces publics. Donc aujourd'hui, vous êtes tous confrontés à, la même problématique. Voilà, un jeune, on dit qu'il zappe pas. Oui, mais il est entre zapping, immédiateté, c'est-à-dire qu'il veut une solution immédiate, il veut, c'est pas moi ce que je peux, avancer, sur, cette situation, c'est que il faut le saisir non pas comme une volonté de leur part, mais comme un héritage, d'une situation, un héritage de la société. Ils n'ont pas envie d'être comme ça, finalement, peut-être qu'on les a construits, nous, comme ça. Donc, pour ma part, quand je les vois zapper ou, demander immédiatement quelque chose, je me dis que, eh bien, ils sont comme ça, on va pas leur renvoyer, ils sont en difficulté, on va pas leur renvoyer une deuxième fois quelque chose qu'ils ont hérité, donc on va faire avec. Et donc, par contre, ça pose quelques questions. Finalement, ils sont entre défiance et perdition. Il faut pas l'oublier ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas choisi de zapper ou, d'être dans cette immédiateté. Et cette société, héritée, hein, et bien, finalement, elle leur fait pas beaucoup de cadeaux puisque, il y a quand même un quart de la population des jeunes qui vit, dans cette précarité absolue dans l'entrée de leur vie. Donc, elle ne leur fait pas de cadeaux et bien, eux, ils ont décidé, de ne pas faire de cadeaux à la société et donc, finalement, ce zapping et cette immédiateté, finalement, est la conséquence d'une situation, subie. Ils ne l'ont pas choisie, ils la subissent cette situation. Donc, ils, refusent, l'autorité, hein. Ils refusent qu'on leur donne, des ordres qu'ils ne comprennent pas ou, qu'ils n'ont pas envie d'exécuter. Ils sont dans une critique permanente, des personnes qui sont en face d'eux, hein. On va pas leur imposer, on va pas faire rentrer dans des cases. Ils veulent les choisir ces cases. Donc, quitte à, ne pas recourir à leurs droits. Et quand on voit, entre eux, enfin suivant les différents chiffres, mais jusqu'à 60 de non-recours aux droits, fondamentaux, auxquels ils pourraient prétendre, eh bien, ça pose question.
Ça veut dire est-ce que, finalement ce qu'on leur offre est adapté? Est-ce que, c'est, la bonne solution? Est-ce que, le fait qu'ils aient à choisir, de demander l'aide, est-ce que c'est une bonne solution aussi puisqu'ils n'y recourent pas? Donc peut-être qu'il faut, qu'elle soit, donnée systématiquement, enfin ça pose un certain nombre de questions. On va pas y répondre aujourd'hui, mais c'est des questions, finalement qu'il faut avoir en tête quand on construit une politique, pour la jeunesse aujourd'hui. Donc comment ensuite, finalement, le zapping, hein, c'est, peut-être une forme, de gestion de la frustration, hein, ils sont, dans une réalité, mais finalement, ils vont, gérer, leur frustration devant cette réalité, par, voilà, je suis pas d'accord avec ça, je zappe, je vais autre part, hein. Donc voilà pour, les, comment, cette mise en perspective de la situation des jeunes. On peut ensuite ça ouvre un double paradoxe. Finalement, ils vont se mettre, à la fois en mode protection et puis à la fois, en automutilation. C'est-à-dire en mode protection et bien finalement, quand, quelque chose, ils vont sentir que ça va leur faire mal, qu'on va leur donner une réponse négative, qu'ils vont pas attendre cette réponse négative et bien ils vont zapper, ils vont aller autre part, pour éviter en fait soit de se faire virer, soit qu'on leur dise non, soit, que, ils se retrouvent dans une situation, non choisie et du coup, pour éviter de souffrir, quoi et aussi pour montrer justement, il faut savoir, moi je mets souvent en parallèle finalement l'éducation, l'éducation initiale, qui, demande à ce qu'on amène un esprit critique aux jeunes. Les jeunes, en fait, il y a une centaine d'années, ils allaient à l'école primaire, voilà, la très grande majorité, s'arrêtait au primaire. Ensuite, il y a eu le collège, massif. Ensuite, il y a eu le lycée massif puisque, plus de 80 des jeunes ont leur bac aujourd'hui, quel que soit le bac. Malgré ce que beaucoup disent, avec un niveau, supérieur à ce que, en tout cas moi quand, j'étais à l'école, il y a des choses que je voyais, en bac plus, quelque chose et eux, ils le voient, en première, voire avant. Donc quelque part, ils apprennent énormément de choses et il y a pas les mêmes exigences ou même, les mêmes contenus, mais ils apprennent énormément de choses. Ils sont détenteurs d'un savoir, de plus en plus important et donc maintenant la massification, des études supérieures et finalement on leur a appris, on leur a transmis, cette autocritique, cet éclairage, des choix et pourquoi, quand eux, sont en situation de choisir leur avenir, quand on veut les faire rentrer dans des cases, eh bien, ils ne veulent pas rentrer dans les cases qu'ils n'auront pas choisies. Eh bien, à mon sens, finalement, l'école a réussi, à l'apprentissage de cette critique, absolue de toute, situation et donc, quelque part, donc, ils se mettent, dans ce mode protection, pour choisir leur voie et en même temps, ils s'automutilent. Quand vous voyez, comment tous ces jeunes avec des piercings parce que ça fait mal quand même quand on se fait percer, de partout, ça fait mal quand on se fait, tatouer, c'est pas anodin, c'est des choix, ils ont choisi, ils le font et cetera. Mais cela dit, il y a un sociologue, dont je ne me souviens plus le nom, mais qui a travaillé sur le sujet et en fait, c'est de l'automutilation quelque part et finalement peut-être qu'ils, masquent leur, leur souffrance, leur souffrance psychique par cette souffrance physique, hein. Ça, il faut en être bien conscient. Donc, d'où, cette notion de souffrance,
chez les jeunes invisibles. On ne peut pas finalement ne pas en prendre conscience en tant qu'acteur. Ça veut dire qu'on doit avoir vis-à-vis de ces jeunes une capacité comment dirais-je, d'adoucir un peu cette souffrance par l'accompagnement qu'on va avoir, par le bout de chemin qu'on va faire avec eux. Ensuite, quand on a vu un petit peu leur, comment dirais-je, leur manière d'être dans cette société, on peut travailler sur comment en est-on arrivé là. Quel est le chemin de la société qui a fait qu'on en est arrivé là. La notion d'invisible, en fait, en France, elle est arrivée avec le mot invisible, elle est arrivée en 2006 avec La France invisible de Stéphane Beau. C'était pas tout à fait le sujet, et même sur la partie jeunesse, c'était pas tout à fait la même chose. Mais cela dit, c'était intéressant parce que ça voulait dire que finalement, il y avait une société qui était visible et il y avait une société qui était invisible, et c'était important de prendre conscience de cette notion. Ensuite, vous avez eu, ou précédemment, vous avez eu en 94 les Anglais, et donc au niveau de l'Europe, hein, on a parlé du statut zéro. C'est un petit peu, finalement, le statut zéro, c'est un petit peu les invisibles hein, qu'on a aujourd'hui, comment en France et dans le monde, hein. Et puis, avant, vous aviez les Japonais qui, dans la société japonaise, qui est très structurée, très, voilà, sur des rails, vous aviez aussi des jeunes invisibles, mais qu'on a appelés les évaporés du Japon, c'est-à-dire qu'en fait, vous aviez 2 millions de jeunes, déjà en 1982, qui sont sortis de la société et qui ont créé une société parallèle parce que la société japonaise ne voulait pas d'eux, parce qu'ils étaient sans statut. Donc déjà, en 1982, on pouvait voir les prémices de la situation des jeunes dans le monde. Vous avez eu, dans les années 2000, je ne sais plus combien, vous avez eu la révolte du Maghreb, le printemps arabe. Vous avez eu, et c'est pareil, c'est la jeunesse là qui est en panne, hein. Donc, il faut bien être conscient que finalement, la société, c'est un tout. La société, elle doit gérer toutes les générations, que ce soit de la prime enfance jusqu'au troisième, quatrième, cinquième âge. Voilà, mais il y a tous les éléments d'une société, ce sont toutes les constituantes et tous les âges de la population composant cette société. Donc la jeunesse, qui devrait être le plus bel âge de la vie, pour 25% des jeunes aujourd'hui, eh bien, c'est un âge extrêmement compliqué et extrêmement dégradant pour eux. Ils le vivent comme une indignité, ils sont indignes de la société. N'être rien dans la société, c'est quelque chose qui est comment dirais-je, qui, pour moi, en tant que chercheuse, mais surtout en tant qu'être humain, qui est révoltant quelque part de voir qu'une partie des jeunes est négligée, quoi. Donc, c'est à vous, acteurs, d'être dans une situation d'action. Alors, je sais pas ce que j'ai fabriqué là. Voilà, oui, c'était dans l'autre sens. Donc, on voit bien l'installation progressive d'une société anxiogène. Hein, ça, c'est très important à l'avoir en tête. Alors, qu'est-ce que un jeune invisible? Je ne vais pas vous donner toutes les problématiques des jeunes invisibles. J'ai fait un tableau qui fait 3 pages sur 5 colonnes. Donc, je ne vais pas vous énumérer à la Prévert toutes les problématiques des invisibles. En général, elles sont multiples. Elles ne sont pas uniquement un logement pas trouvé, un emploi trouvé, un logement pas trouvé. Elles ne sont pas uniquement un décrochage scolaire ou un décrochage des études supérieures. Elles ne sont pas uniquement le fait de ne pas trouver de l'emploi. Elles sont extrêmement multiples. Et du coup, c'est problématique pour les acteurs finalement de répondre. Un jeune
un ou des problèmes, un jeune une ou des solutions. La solution ne sera pas unique et la solution sera attachée à un jeune et à sa ou ses problématiques, mais ne peut en aucun cas être attachée à un groupe de jeunes qui va avoir des problématiques complètement différentes, voire parfois à l'opposé. Donc, c'est, très, compliqué, pour, un acteur de le concevoir et surtout d'agir finalement, hein, d'une manière efficace. Donc, des solutions illisibles, inaccessibles et donc, voire invisibles, pour le jeune, pour sa famille, mais même pour les acteurs eux-mêmes. Les acteurs ne connaissent pas toutes les solutions sur un territoire donné, donc c'est, peut-être aussi un travail de collecte de données sur l'offre, qui permettrait voilà, peut-être d'être plus cohérent, d'être plus lisible, d'être plus visible et peut-être au final plus efficace, pour, les jeunes. Ensuite, vous avez, des acteurs, non articulés d'une manière globale et du coup là, vu du jeune, ça fait, dans la mesure où, la passation des dossiers n'est pas forcément organisée, hein, pas partout, mais j'entends, d'une manière, générale, hein, donc le jeune, il faut qu'il répète, bah, 1 fois, 2 fois, 3 fois, à chaque fois qu'il passe d'un acteur à un autre, il faut qu'il répète son parcours et ses difficultés et c'est alors du coup, il en oublie, du coup, voilà, il y a des trucs nouveaux, il y a et ça, à la fin, il s'épuise et à la fin, il va même plus voir les acteurs. Parole de jeune, j'entends, hein, c'est pas, comment, ensuite, vous avez, vous avez, la société qui s'est inquiétée de cette situation. Hein, puisque, finalement, en premier la construction de l'invisibilité, c'était, un peu, d'une manière scientifique. Les entretiens avec les jeunes, là, c'est des remontées, bah, du terrain, mais pas vu du côté acteur, mais vu du côté public. Et puis après, vous avez aussi la société qui s'est inquiétée de ce problème. Donc avec, bah, le suivi de l'enquête génération PISA, donc depuis plusieurs, décennies, vous avez, le suivi de cohortes de jeunes pour savoir s'ils arrivent à s'insérer correctement dans l'emploi après, leurs études initiales et donc ces enquêtes, l'analyse de ces enquêtes est intéressante, puisque, ça permet de montrer que, bah, finalement, petit à petit, quel que soit le niveau de qualification et bien, il y a, pas autant mais presque, de, difficultés à s'insérer, dans la vie, active. Donc d'une manière durable, j'entends bien évidemment, hein. Durable, ça veut dire que, on n'a pas parlé de ça au départ, mais qu'est-ce qui est important pour le jeune? Bah, c'est de rentrer dans l'âge adulte, hein, de passer, de l'adolescence, à l'adulte, autonome, avec un logement, avec un boulot, avec, en tout cas des moyens de vivre décemment et durablement. Donc quelque part, c'est, le problème, donc arrive pour tous les jeunes, quel que soit leur cursus. Ensuite, vous avez eu, je ne sais pas si vous connaissez l'enquête Génération Quoi, qui était très intéressante. C'est une enquête qui a été menée par, de radio, télévision, chercheurs et en fait, sur le net, les jeunes pouvaient remplir, tout un tas de questions. Alors il y en avait une centaine, hein, et donc très intéressante au niveau de l'analyse. Parce que, ça montrait, que, finalement, la jeunesse, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses aspirations, enfin ses aspirations, ses capacités à s'insérer dans la vie et bien, la jeunesse par rapport à nous, notre jeunesse, vécue, changeait. Elle avait des nouvelles aspirations, des aspirations d'autonomie,
envie, des aspirations, de vivre autre chose, de vivre en dehors du travail, des aspirations, enfin, une capacité à la mobilité, à la limite, je dirais intellectuelle, professionnelle, même pour des activités, extra-professionnelles, une capacité à la mobilité, une aspiration à la mobilité, à partir du moment où ils en avaient la capacité. C'est-à-dire que, si, certains, peuvent, être mobiles sans aucun souci, d'autres, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut quand même avoir quelques moyens pour être mobile. Donc voilà, c'est comment organiser ça. Et puis, il faut savoir aussi que, ces jeunes sont habitués, ben, à revenir chez papa et maman quand, ils n'y arrivent pas. La notion de Tanguy, c'est plus Tanguy, là, c'est carrément le retour au bercail et pour 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à temps qu'on soit vraiment autonome et qu'on soit en capacité de vivre tout seul. Et ça pose quand même question. Moi, je l'ai vécu, je pense que dans la salle, d'autres l'ont vécu. Mon fils est rentré d'étranger à 30 ans, il est resté pendant, 3-4 ans à la maison avant bon, ça y est, de s'installer définitivement dans la vie. Mais cela dit, pour lui, c'est un problème. Pour moi, pour, mon mari et moi, c'était, une autre forme de problème. Pour nous, c'était, enfin une obligation de l'accueillir, mais pour lui, ça pose un problème. C'est compliqué de revenir chez papa et maman, quand on devrait être, installé chez soi, voilà. Psychologiquement, c'est pas évident. Donc des parents, enfin, ça, je vous en parlerai après, mais justement, il y a des parents qui sont habitués, à avoir leurs gamins chez eux, hein, mais il y a, beaucoup de parents qui ne le sont pas et qui ne comprennent pas forcément. Mais je vous en parlerai plus longuement après. Donc et puis la génération Y, les entreprises sont posées la question. Une grande entreprise, l'entreprise Mazars, qui emploie plus de 1 000 jeunes dans tout le monde entier, s'est intéressée à la question et donc ne comprenait pas pourquoi les jeunes étaient capables du jour au lendemain de dire: «Ah bah, j'ai plus envie de bosser, voilà, au revoir, mais c'était même pas le salaire, c'était pas, l'accueil, c'était pas le boulot, c'était, paf, je zappe, je m'en vais et ils comprennent pas parce que, finalement, c'est un petit peu un retour de bâton, quelque part. Ils sont, d'une manière générale, beaucoup d'entreprises se sont comportées, d'une manière frontale avec les salariés, hein, et du coup, maintenant, il y a le retour de bâton. Les jeunes, ils se laissent plus faire et puis, paf, ils s'en vont, ils décident du jour au lendemain, ils abandonnent leur poste et donc les entreprises se retrouvent dans des difficultés. Mais cela dit, entre nous, relativement cherché au départ, quoi. Enfin, en tout cas, voilà. Du coup, ah oui, voilà, j'étais pas, comment donc, voilà, je parlais de dénormalisation de la place du travail, hein. Et ça, c'est important dans l'imaginaire des jeunes. Le travail n'est plus central dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils organisent leur vie en dehors du travail. Ils ne vont plus rester jusqu'à des heures impossibles. Le burn-out chez les jeunes, ça n'existe pas. On a du burn-out chez les adultes et les seniors, mais chez les jeunes, ou alors à la marge, mais ils n'ont pas envie d'être, dans la même situation que leurs parents, qui subissent parfois des situations extrêmement, difficiles. Donc voilà un petit peu, des éléments de lecture, de la jeunesse aujourd'hui. Alors, la question c'est comment les capter, les intéresser, les mettre en confiance, hein, bien évidemment et au final ne pas les décevoir.
Parce que, dans les jeunes que j'ai eus en entretien, j'en ai eu de l'ordre de 150, jeunes, en entretien, invisibles, sans statut, hein. Donc c'était, les mots qui ressortaient le plus, c'était, «Je ne suis rien», «La société, m'a oublié», «Le travail, c'est pas fait pour moi», «J'en ai marre qu'on me dise une fois, 2 fois, 10 fois non», comment et puis on m'engage dans un truc, enfin on me fait, voir une petite lumière d'espoir, en me disant: «Voilà, tu pourrais rentrer dans telle, structure, dans tel dispositif», mais au final, il y a une case qui est pas remplie et du coup, paf, on m'élimine parce que, j'ai pas l'âge, je suis pas dans le bon quartier, je suis pas dans le, et cetera, et cetera. Ça, ils ne veulent plus de ça, ils ne le supportent plus et du coup, ils se referment sur eux, plutôt que, de subir, ces réponses négatives et cette souffrance, de par, leur, comment dirais-je? C'est oui, de par, en fait, ils ont l'impression qu'on les néglige, qu'on ne les accompagne pas et du coup, on peut dire qu'ils sont en mobilité intellectuelle, géographique, psychologique, mais en face de ça, on a besoin et c'est là où, vous les acteurs, vous avez une immense place à tenir, c'est, que face à des jeunes qui sont dans ces situations, c'est une hyper motivation et peut-être, reparler, de ce dont on parlait à une époque, c'est-à-dire de la cohérence éducative, et du coup, ça veut dire un vrai travail en profondeur, du partenariat, mais non pas de partenariat, pointé comme ça, finalement un partenariat global, une cohérence globale de l'offre, pour, contrer, les difficultés, que les jeunes rencontrent. Mais on le reverra, plus tard. Donc voilà. Après, je vais vous proposer, des éléments de cartographie. Alors, j à mon sens, c'est le côté, chercheuse et peut-être, d'analyse de la situation. Je pense que, les politiques jeunesse ont été, ont fait leur chemin, ont résolu un certain nombre de situations, difficiles à certains moments. Mais là, on est arrivé à une limite où, les anciens modèles, finalement ne fonctionnent plus aujourd'hui. Et donc, seulement pour pouvoir, changer de modèle, finalement, il faut qu'on ait une connaissance parfaite, du territoire. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir compter précisément au niveau local, au niveau territorial, le nombre de jeunes, heu, invisibles en connaissant leurs problématiques spécifiques, qui sont tellement différentes, d'un jeune à l'autre, mais les grandes masses de, problématiques spécifiques et ensuite, il faut, avoir une connaissance parfaite du territoire, pour pouvoir soit réorganiser le territoire, soit compléter par ce qu'il manque, mailler le territoire, suivant les différents dispositifs, qu'on doit, redéployer, réévaluer, peut-être inventer, et donc ça veut dire une connaissance parfaite, donc ça veut dire exhaustive de l'offre sur les territoires, c'est-à-dire passer par une cartographie, de l'offre sur les territoires, mais une cartographie, exhaustive parce que, je vais vous raconter juste dans ma ville, moi, d'origine, dans les Yvelines, hein, où j'ai, vécu, 20 ans, et bien, il y avait, ne serait-ce que pour un jeune, 6 endroits différents où, préparer son CV.
Mais à chaque fois, le CV, bah, c'était différent d'un acteur à l'autre, on le faisait pas de la même manière et du coup, quand un gamin justement zappait, d'un acteur à l'autre, on lui disait: «Bah, non, ils t'ont raconté des bêtises, ça se fait pas comme ça, voilà, il faut comment il faut le faire?» Et du coup, ça pose un vrai problème, pour le jeune, parce qu'il y pige plus rien lui, il est, complètement, oui, il comprend plus, il comprend plus. Donc il faut avoir cette, cette vision exhaustive de l'offre pour que vous vous partagiez le travail sur les territoires d'une manière efficace. Il y a du boulot, on est le pays parce que j'ai fait un comparatif européen, on est le pays où nous avons le plus de, structures et dispositifs, pour les jeunes. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Vous le verrez d'ailleurs, dans l'étude après. Mais, le problème, c'est qu'en fait, il y en a quelques-uns qui travaillent ensemble et tant mieux, mais, chaque acteur ne connaît pas ce que fait l'autre, donc va réinventer, va perdre du temps à la limite en réinventant, ce que, peut-être l'autre fait. Donc, il y a tellement de jeunes, en situation, de demande, d'accompagnement, qu'il y a du travail pour tout le monde, mais, il faudrait que, comment dirais-je? Peut-être remettre un petit peu, de visibilité, dans cette offre. Donc, passer par un inventaire exhaustif de l'offre sur les territoires, ça paraît, important. Ensuite, bon, des évaluations régulières, mais ça, vous en faites, mais, pour pouvoir justement, parce qu'il y a des phases expérimentales, il y a des phases, de politique, enfin, il y a des après, ça peut rentrer un dispositif peut rentrer dans le, droit commun, mais la société bouge et il faut réévaluer en permanence, l'offre. On peut pas s'installer aujourd'hui on est dans une période là de mutation sociétale, complète, hein. Le boulot, bah, pour l'instant, il y en a quand même de moins en moins, avec les robots qui remplacent, l'homme, sur, les chaînes, hein, avec, l'intelligence artificielle qui va remplacer un certain nombre de personnes. Donc en fait, il faut qu'on soit dans une réinvention, finalement de la place de, l'homme et particulièrement là, du jeune dans la société. Ça veut dire que, bah, finalement, il faut qu'on soit dans cette capacité de s'évaluer régulièrement et d'évaluer les politiques publiques et finalement notre travail aussi, d'acteur. Donc, et puis après, peut-être un changement de paradigme financier, là je l'avais rajouté parce que j'étais intervenue, devant le, préfet de Lyon et je pense que, pendant des années, je vous ai pas dit, mais j'ai été, moi, je suis très engagée sur le terrain, je n'ai jamais travaillé précisément dans un centre d'insertion ou dans un mais, j'ai été, présidente, vice-présidente de structures d'insertion, structures de prévention spécialisées, dans le logement d'urgence, dans, la formation professionnelle pour les jeunes en exclusion et cetera. Donc, que j'ai un background qui me permet justement, peut-être, d'avoir une connaissance un petit peu plus précise et c'est pour ça que je parlais de changement de paradigme financier. Quand je disais que les jeunes, on leur promet quelque chose et puis paf, c'est le 101e et on s'arrêtait à 100, la capacité d'accueil. Le 101e, ça va être l'enfer pour lui. Parce qu'on lui a promis quelque chose, et finalement il va se retrouver, éliminé. Parce que le financement s'arrête à 100. Donc, ce que je disais, aux responsables politiques, c'est que on ne peut pas, rester dans ce même modèle. C'est pas possible. On ne peut pas se permettre de remettre en dynamique un jeune et puis de l'arrêter tout d'un coup parce que, bah, finalement, il va être le, énième, qui va pas avoir de place. Donc, adapter finalement aux réels besoins, la manne financière.
On peut plus se permettre d'être, on fait, on saupoudre en fait, on saupoudre les finances et puis on a l'impression de faire quelque chose en tant qu'élu, voilà, on se donne bonne conscience. Mais là, on n'est plus dans, l'aspect bonne conscience. Il faut qu'on soit dans, l'aspect d'efficacité, puis de préservation de l'intégrité de ces jeunes qui se retrouvent en souffrance, extrême. Donc du coup, un changement de paradigme financier. Hem et surtout, et là je pense à toutes les structures qui travaillent avec les jeunes, à ce qu'elles soient associatives ou qu'elles soient, à délégation de service public ou qu'elles soient peu importe, on a un vrai problème. C'est qu'en fait, en tant que structure, il faut que vous puissiez vivre pour pouvoir donner un maximum à votre public. Et donc ça veut dire que, il faut aussi peut-être que, il y ait une révision, du financement, et que ce soit, voilà, que vous ayez une stabilité, dans le temps, pour pouvoir, être, efficace. Donc ça veut dire évaluer les besoins, inventorier et cartographier l'offre et puis financer le parcours du jeune, donc se rattacher aux jeunes et non pas à la structure elle-même. Il faut que le jeune, eh bien, quelle que soit la situation, puisse, bénéficier de ses, comment dirais-je? Des financements pour se réinscrire dans un parcours de vie. Ensuite, voilà, alors quand j'ai commencé mon travail de recherche, les statistiques donc sur les invisibles n'existaient pas. Donc, j'ai eu un financement, j'ai eu la chance d'avoir un financement, hein, mais ni l'IRES, ni la DARES, ni, les ministères n'ont voulu travailler avec moi parce que, ils y croyaient pas. C'est vrai que comment dirais-je? Mesurer des invisibles, c'était voilà. Alors, donc, j'ai quand même relevé le défi. J'ai fini par trouver parce que les laboratoires de recherche ne voulaient pas non plus parce qu'ils imaginaient pas comment on faisait. J'ai trouvé une jeune fille absolument merveilleuse, qui avait un double master en économétrie, en statistique, je sais pas quoi et du coup qui est rentrée dans le projet et qui on s'est régalées toutes les 2 et on a réussi à calculer nos invisibles. Alors, on est parti en fait, on avait plusieurs solutions. Soit on arrivait à agglomérer toutes les statistiques, toutes les données statistiques des ministères, voilà, qui étaient des données réelles, et cetera. Mais en fait, le cloisonnement entre les ministères était un petit peu, vraiment, extrêmement complexe à décloisonner et du coup, on est parti d'une matière qui s'appelait l'enquête emploi continu. Donc elle qui, finalement, on a retrouvé quasiment toutes les données dont on avait besoin. C'est pas, c'était pas une enquête exhaustive, c'était une enquête sur un échantillon, bon suffisamment important, hein, qui nous a permis de mesurer, les invisibles au niveau national et au niveau régional. Ce qui est déjà une bonne chose parce que prendre conscience, en fait, de la problématique, c'est déjà un premier degré de, prise de conscience. Donc, par contre, la limite, c'est que nous sommes arrivés à des résultats en fourchette basse, puisque, l'enquête emploi continu, la population prise en compte, c'est, la population réelle moins 1 000 000 parce que, pour des raisons X, Y que je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais cela dit, voilà et du coup, on est en fourchette basse. Donc il faut, relever, mes résultats, au lieu de, il faut les relever et donc je vous donnerai la fourchette basse sur lesquelles j'ai fait tous mes calculs après dans la thèse, dans la recherche, mais je vous donnerai aussi la fourchette haute, plus vraisemblable, qui, donne une vraie vision, de la réalité. Donc, en fourchette, en fourchette basse, vous avez,
73 comment pourcents des jeunes, donc 8 millions qui sont visibles, qui sont sur ce que j'ai appelé la voie royale, une, bonne éducation, une bonne formation, un bon emploi en direct, sans rupture, voilà. Donc 3/4 de la population des jeunes, bon, pourrait s'en satisfaire, mais cela dit, moi, je vais m'attacher aux 25 autres, au quart restant. 1/4, c'est quand même 1/4. Moi, dans une classe, je vais avoir, sur 30 élèves, où, on va dire, ça me fait quand même, beaucoup d'élèves, qui vont être en situation, d'invisibilité ou de risque de l'être et ça me pose question. Qu'est-ce que je dis à ces jeunes? Cette année, je suis dans un lycée, je discute beaucoup avec les jeunes, je suis professeure documentaliste, en même temps et je discute beaucoup, je leur dis les difficultés, je leur nie pas, hein, parce que je pense qu'ils ont la capacité de comprendre et par contre, je leur donne des clés pour, éviter de, passer dans les choses-trappes ou voilà, mais après, c'est un petit peu compliqué. Mais ce qui est important donc, c'est pas ces 75 qui eux n'ont pas besoin finalement, ils sont sur un, tapis roulant et puis pof, ils avancent. Mais par contre, je vais avoir, dans mon premier degré d'invisibilité, plus de 11 des jeunes, qui vont être en emploi précaire. Pour moi, l'emploi précaire aujourd'hui, c'est un vrai problème parce que avant on rentrait, on n'était pas forcément tout de suite en CDI, dans une entreprise. Par contre, on avait, des emplois, en CDD de 6 mois, 1 an. Aujourd'hui, ça peut être des emplois, des CDD d'une journée, successifs, avec des trous entre. Mais c'est insupportable pour un jeune. Il va jamais pouvoir trouver un logement, il va jamais pouvoir, se faire, se créer un idéal de vie, quoi. C'est de l'ordre de l'insupportable. Mais déjà, ils ont de la chance d'être, dans ces, on peut dire, entre guillemets, d'être dans ces jeunes en emploi. Précaires subis, hein, j'entends, hein. Ensuite, j'ai, les jeunes en degré 2, ce que j'ai appelé les jeunes en accompagnement long, c'est-à-dire RSA, Pôle emploi, mission locale et cetera. Donc j'en ai encore, plus de 11 ce qui fait que, c'est très bien, mais cela dit, c'est pas une situation parce que, finalement, la prise d'autonomie du jeune, le jeune, il est appelé sa vocation, c'est quand même de devenir adulte et du coup, là, il peut pas devenir adulte, il est en accompagnement, du coup, voilà. Donc ça pose un problème. Bon, en degré 3, j'ai pas pu les calculer, hein, bien évidemment, puisque c'est anonyme, hein. Donc ensuite, le degré 4, et bien voilà, en, fourchette basse, j'ai 460 000 jeunes, qui sont, en invisibilité totale, à l'arrêt total. Mais plus vraisemblablement, plus d'1 million de jeunes. La fourchette haute, ça doit être 1,3 million, hein. Mais donc le plus vraisemblable, je pense que, c'est au-dessus de 1 million, c'est-à-dire soit 9 de la population, des jeunes. Ça pose question quand même. Enfin, en tout cas, moi, ça m'en pose. Donc voilà et par contre, un autre élément qui est extrêmement important, c'est que, ces jeunes en fourchette basse, là, je prends, mais on pourrait faire le quota en fourchette haute, on multiplie par 2. Et bien, plus il vieillit, plus il est en difficulté. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la, politique jeunesse, les dispositifs s'arrêtent à 26 ans, donc à 25 ans, voilà. Et bien, ça veut dire qu'on oublie ceux qui sont dans le stock des invisibles, les 25-29 ans qui sont, 267 000, mais plus vraisemblablement, plus de 500 000, hein. Donc c'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'on en fait de ce stock? Parce que plus il va être en invisibilité, plus il va s'enquister dans cette invisibilité. Parce que s'il n'est pas accompagné d'une manière spécifique avec toutes, ces problématiques qui sont multiples à résoudre, eh bien, à défaut d'accompagnement, il va rester
en invisibilité. Il y a des pays quand même, il faut savoir que dans le monde, il y a des pays qui ont repoussé l'âge de jeunesse à 34 ans. C'est-à-dire qu'on rajoute une tranche de 5 ans. Donc, quelque part, même si l'allongement de la vie peut faire que on puisse le concevoir. Moi, quand, j'étais jeune, à 20 ans, ben, on me disait, enfin, la plupart des jeunes étaient partis de chez leurs parents, hein. Aujourd'hui, bah, à 30 ans, ils reviennent. Il y a enfin, ça pose question quand même quelque part. Parce que, moi, à vivre, avec mes parents, à 30 ans, je crois que j'aurais jamais pu, ça aurait été l'enfer. Donc, quelque part, c'est vrai que c'est douloureux pour eux. Hem Et ce qui fait que quand on, additionne ces degrés d'invisibilité ou de risque de l'être, eh bien, on arrive en fourchette basse à quasiment 3 millions de jeunes éliminés, d'une entrée dans la vie d'adulte, naturelle et en fourchette, plus vraisemblable, eh bien, près de 4 millions. Sur 12 millions de jeunes, ça pose question. Donc, voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir aussi que, si on se ramène, à quelques chiffres, hein, voilà, il y a quelque chose, un jeune, exactement 11% des jeunes à 30 ans habitent chez papa et maman où ils sont revenus. 11% des jeunes, 1 sur 10. Ça pose, question. Là, en fourchette basse, un jeune sur 20 est invisible. Ça veut dire que, moi, dans mes classes de lycée, qui approchent les 40, hein, on n'est pas loin, bah, j'en ai 2 qui vont être out, quoi, d'entrée et en plus vraisemblablement d'ailleurs, 4 que 2. Donc, ça veut dire que, je m'adresse à des gamins qui vont être éliminés de la société d'entrée. Ça c'est un peu en tant que maman, en tant que professionnelle, en tant que, chercheuse, et parfois un petit peu en tant que politique, ça pose des questions. Hem Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 9 jeunes sur 10, de ces invisibles complets n'habitent pas en ZUS, habitent en zone, urbaine diffuse, enfin en zone diffuse, excusez-moi. C'est vrai qu'on m'avait dit de ne pas utiliser ZUS, ça se dit plus, c'est QPV, voilà. Mais, comment mais c'est pas, vous avez compris, je suppose. Donc, 13 des jeunes habitent en QPV, des jeunes invisibles complets, sans statut. 87 habitent en milieu diffus. Donc, ça peut être zone rurale, ça peut être périurbaine, ça peut être urbaine. Donc, et 40 sont issus des milieux plutôt favorisés. Quand on regarde la qualification socio-professionnelle des parents. Donc, ça pose question aussi. Parce que ce ne sont pas les publics habituels des acteurs du terrain. Et autant les jeunes des zones en QPV, sont habitués à la relégation, sont habitués à aller frapper à la porte de la mission locale, du centre social, de la MJC et cetera, sans aucun problème. Autant les jeunes dans les milieux, plutôt favorisés ne savent même pas ce que c'est qu'une mission locale et sont encore moins habitués à la relégation. Ils comprennent pas qu'un de leurs gamins parce que, il faut savoir que, en règle, quasi, générale, il y a un élément de la fratrie qui est touché par l'invisibilité et pas plusieurs. Donc, les parents se posent des questions par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y en a un, si on fait une moyenne, hein, 1 sur 2, qui arrive, à s'en sortir sans problème et puis l'autre qui reste à l'arrêt. On ne comprend pas pourquoi. Et dans les familles plutôt favorisées, les parents ne comprennent encore moins pourquoi leur enfant reste à l'arrêt. Ils ne connaissent pas les acteurs et ne connaissent pas les dispositifs et ne connaissent rien de la vie de précarité. Du coup, ça pose question.
sur notre action en tant qu'acteur sur le terrain. C'est comment arriver à toucher finalement ces 87 de public que l'on ne touche pas naturellement. Et donc ça, c'est un enjeu, que vous aurez à résoudre si vous mettez en place, une politique, d'aller vers, des jeunes invisibles. Ensuite, ce que je voulais aussi vous montrer, j'avais fait une étude, alors c'était Rhône-Alpes, c'était pas Rhône-Alpes-Auvergne à l'époque, mais j'avais fait un comparatif, entre régions. Et là, vous avez des chiffres, en 2012, vous avez, pour les 25-29 ans, 69 000 jeunes, invisibles, en degré 4, hein, voilà. Et vous avez, 25 000 en région Rhône-Alpes, sans l'Auvergne. Par contre, quand on, regarde les différences au niveau, parce que vous n'avez pas évidemment la même population, en région Rhône-Alpes et en région Île-de-France. Et quand on voit la différence entre la région Rhône-Alpes, la région Île-de-France, vous avez 1,54 de différence. C'est pas grand-chose, hein, mais quand on arrive à l'humain, c'est plus la même chose. Si on regarde, la différence entre la région Rhône-Alpes et la région, Île-de-France, et ben, ça nous fait une différence en plus. Pour la région Île-de-France, on a 20 000 jeunes en plus, proportionnellement, qui sont invisibles complets. Donc ça pose une vraie question. C'est-à-dire que, les statistiques, c'est bien, mais finalement, travailler sur la notion, d'humain, c'est pas mal aussi, parce que finalement, ça repositionne un petit peu les choses. Donc moi, je me méfie toujours des statistiques en taux en taux de présence. Il vaut mieux travailler sur des nombres que sur des taux de présence. Hein, c'était aussi, quand vous, ferez votre, projet, que vous ayez ces notions de, comment dirais-je? Finalement revenir réhumaniser un petit peu, les politiques, et ce à quoi on peut réfléchir. Comment ici, je voulais vous montrer un petit peu, hein, vous avez, voilà, entre l'Île-de-France et Rhône-Alpes, vous avez l'Île-de-France, finalement, on voit que le taux d'invisibilité, est plus important en Île-de-France qu'en région Rhône-Alpes. Par contre, vous avez, finalement, plus de jeunes accompagnés en accompagnement long en région Rhône-Alpes qu'en Île-de-France, et cetera. Vous en avez plus en emploi précaire en Rhône-Alpes, qu'en Île-de-France. Et finalement, tout ça pour vous dire que, les politiques locales, régionales, mais aussi locales, ont beaucoup d'incidence sur les résultats qu'on peut obtenir, au niveau de, ces publics, les résultats statistiques. Donc, je ne vais pas rentrer parce que j'ai pas le temps, dans l'analyse des politiques, mais c'est très important en fait, de connaître son territoire pour savoir quelles sont les politiques sur lesquelles il faut mettre plus, de moyens pour, finalement, rentrer, dans le traitement réel, des problématiques de terrain. Vous voyez, au niveau en France des, invisibles de degré 4, il y en a 4,14% en fourchette basse. En Île-de-France, on en a quand même, près de 8%, hein, et en région Rhône-Alpes, on en a 6,44%. Vous voyez, la différence, c'est quand même énorme. Donc voilà, suivant les politiques, suivant le tissu économique, suivant le tissu associatif des partenaires et tout ça. Donc voilà. Alors, on va avancer un petit peu. Je voulais vous montrer au niveau local, parce que vous allez plus travailler au niveau local. On peut aussi, quand on travaille sur du réel, j'ai fait un travail sur une communauté d'agglomération, de 150 000 habitants, sur 7 communes, plus ou moins grandes, qui était 50 ans en Yvelines, donc dans les Yvelines. C'est une des plus vieilles agglomérations, de France, hein, une des premières, donc avec, une capacité à
analyser les politiques qui ont été menées pendant 10 ans. Quand vous voyez, il y a une dynamique économique, hein, puisque vous avez la population en emploi sur Saint-Quentin, la troisième colonne là à gauche, qui dépasse en fait la population saint-quentinoise, parce que beaucoup sont issus d'autres villes qui ne sont pas dans Saint-Quentin. Vous avez une dynamique dans les études supérieures, les études de la formation, etc., qui est très importante, parce que vous avez une université et de nombreux centres de formation. Donc c'est pareil avec une population très importante, mais qui dépasse le simple périmètre de Saint-Quentin-en-Yvelines, de l'agglomération. Et quand vous regardez la partie invisible sur Saint-Quentin-en-Yvelines, vous avez les 25-29 ans qui sont à gauche, hein, je l'ai mis à l'envers, c'est idiot, mais bon, c'est pas grave. Et vous avez les NEET estimés à Saint-Quentin-en-Yvelines qui ne prennent pas en compte la notion d'accompagnement, donc de mon degré 2 mois d'invisible, hein, et qui pourtant, à mon sens, est très important. Vous avez les missions locales et les jeunes suivis en mission locale. D'accord. Vous avez le chômage et vous avez la co-traitance qui, à l'époque, mais je pense que c'est toujours d'actualité, permet en fait d'accéder à à tous les dispositifs jeunesse. Voilà. La co-traitance est ridicule par rapport déjà tous les jeunes suivis en mission locale n'ont pas forcément besoin de co-traitance, mais cela dit, par rapport aux invisibles eux-mêmes et par rapport aux NEET estimés, eh bien, vous avez une co-traitance qui permet l'accès au dispositif excessivement ridicule par rapport à une réalité de terrain. Donc, quelque part, il faut se poser la question. Alors que vous avez une dynamique économique et vous avez une dynamique de formation de haut niveau sur le territoire. Donc, quelque part, il faut vraiment se poser la question et c'est pour ça que je disais connaître son territoire au niveau des publics concernés et connaître son territoire au niveau de l'offre est extrêmement important. Et je disais, devant l'ampleur des dégâts pour la jeunesse, tous les partenaires sont importants. On a cette chance et il faut la saisir en France. Tous les partenaires sont importants dans une politique jeunesse. La seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie cohérence et un vrai traitement en profondeur de ces partenariats qui sont essentiels pour arriver à résoudre un vrai problème de société qui est le problème de l'invisibilité. Donc voilà. Je voulais vous montrer aussi quelque chose qui était important, c'était que vous voyez sur ce territoire ultra dynamique, vous avez presque autant d'invisibles 25-29 ans que de visibles 25-29 ans sur le territoire, ce qui est relativement inquiétant et scandaleux au vu de la dynamique économique du territoire, ce qui fait que dans vos dispositifs, il ne faut pas occulter la nécessité de travailler avec le tissu économique et avec les entreprises du territoire qui ont, pour ma part, en tant que chercheuse, en tant que citoyenne, en tant que tout ce que vous voulez, en tant que femme engagée, je pense qu'elles ont une responsabilité sur la situation d'aujourd'hui. Donc, il faut essayer de les entraîner dans une dynamique parce que sans eux, on ne pourra pas transformer les choses. Puisque je disais au départ, la limite, c'est l'emploi. Donc voilà un petit peu les différents éléments. Je voulais. Là, on va passer un petit peu. Comment sur la, je voulais en arriver là. Sur le 150 000 habitants, territoire, 7 communes, etc. Une politique économique, mais 800 structures et dispositifs à disposition des jeunes sur un territoire. 800 structures et dispositifs. Donc une myriade. On pourrait se dire, ils sont sauvés. D'accord. La seule chose, c'est que vous avez vu les résultats.
Alors, parce que mon directeur de thèse me disait: «Claire, il faudrait faire comment on appelle ça? Un inventaire, des structures». Alors au début, il me disait en négatif, c'est-à-dire tout ce qui sert à récupérer les jeunes. Et puis, finalement, j'ai avancé, j'ai regardé un petit peu, ce qui existait. Effectivement, il y avait plusieurs inventaires et je voulais pas refaire la même chose. Du coup, j'ai fait un inventaire exhaustif de tout ce qui sert à un jeune pendant cette période, entre 15 ans et 29 ans. Et du coup, 800 structures, enfin 700 et des poussières, mais avec les frontières, ça fait plus de 800. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est important à savoir, hein, c'est important à connaître, mais qu'est-ce qu'on en fait? Du coup, j'ai essayé de réfléchir à ce que j'ai appelé un agenda social de la jeunesse, que je vais vous montrer après. Mais là, je voulais d'abord vous montrer une chose, c'est que j'ai réparti en 5, 6 grands thèmes, hein. Ce que je peux vous dire, c'est que l'échelle de l'agglomération, à l'échelle de l'agglomération, vous trouvez toutes les structures nécessaires à un jeune. À l'échelle d'une ville, eh bien, ça va poser problème parce qu'il va vous en manquer une, deux, trois qui sont pourtant parfois essentielles. Donc, c'est important de raisonner non pas par commune, et particulièrement en milieu rural, hein, comment, mais voire périurbain ou urbain. Il faut raisonner en, territoire suffisamment important, de proximité, mais suffisamment important, accessible, c'est-à-dire. Et du coup, l'échelle de l'agglomération est intéressante. D'autre part, quand vous regardez les grands blocs, information, orientation, prévention, insertion, emploi, tout ce qui permet de faciliter l'insertion dans l'emploi se retrouve représenté, de manière, infime par rapport, au sport, culture, activité. C'est très bien qu'il y en ait, je ne le remets pas en question. Par rapport à l'éducation, formation et par rapport à la vie quotidienne, vous voyez que c'est vraiment donc peut-être travailler, plus sur ces pans-là. Ensuite, je peux, j'ai voulu aller plus loin et je me suis dit, l'éducation, initiale et la bonne échelle puisque un jeune en demande une place. C'est évident, hein, ça on ne peut pas le remettre en question. En France, c'est comme ça et dans beaucoup de pays heureusement. Mais par contre, finalement, le taux de présence pour 1000 habitants, de l'éducation initiale, pour ma part, est une référence du coup, puisque un jeune une place. Du coup, j'ai essayé de voir, ce que ça donnait au niveau des autres structures. Eh bien, vous voyez que pas un n'atteint 0,18. Ce qui pose question quand même, puisque il y a le maillage des besoins réels n'est pas forcément satisfaisant. Hein. Donc voilà une petite, une petite insertion, enfin, dans ma présentation. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'était que, par rapport, aux 2 problèmes que j'avais, posés au départ, vous aviez le problème du, flux, hein, arrêter le flux, ça c'est l'éducation initiale et vous avez les mesures, et les structures pour, gérer le stock. Et là, on parle pas de arrêter, on dit de gestion du stock, hein. C'est très grossier, c'est insupportable, philosophiquement, mais cela dit, c'est une réalité. Il y a un stock de jeunes invisibles et donc il faut le gérer. Et là, il y a un certain nombre, bon, j'en ai mis que quelques-unes, hein, voilà, un certain nombre de structures, de dispositifs qui sont en capacité, de gérer. Vous, sur votre territoire, vous avez sans doute d'autres, dispositifs, qui ne sont pas forcément présents, en région parisienne, hein. Après, c'est, comment poser les bonnes questions, quoi, comment on maille, le territoire, comment on met de la cohérence et cetera. Donc, pour ça, j'ai créé ce que j'ai appelé
un agenda social de la jeunesse qui permet en fait, finalement du type, je me suis inspirée, de, l'agenda 21, voilà, pour, l'environnement et je me suis dit, «C'est un problème de société, il faut qu'on ait un agenda qui permette, en tout cas une structure qui permette de dire: "Voilà ce dont les jeunes ont besoin, comment on le réalise sur le territoire?"» Il a été travaillé avec des jeunes, il a été, travaillé avec des élus et avec, des acteurs. Donc, a priori, il ne manque pas grand-chose, pour, comment être exhaustif et ça permet en fait, de travailler sur le diagnostic territorial, hein. Hem, j'ai pas du tout regardé l'heure, il me reste, du temps, ça va? Ouais. Ah, bah, je vais avoir bientôt terminé. Du coup, voilà, je vais toc, toc, toc. Heu, voilà. Ce que je voulais vous dire, principalement mince, ah zut, comment on fait? Voilà. Heu, Ce qu'il faut éviter, c'est, les ruptures d'accompagnement. D'accord? Ça, c'est très important. Il faut pas que le jeune perde de confiance. C'est extrêmement important. La plupart des jeunes invisibles ont perdu confiance en l'institution. Si vous les remettez dans une dynamique, il faut que cette confiance soit réinstallée, mais durablement, jusqu'à, son installation définitive dans la vie d'adulte. Ça nécessite beaucoup de souplesse, ça nécessite de l'écoute, ça nécessite de la bienveillance, mais comment dirais-je? De la bienveillance, absolue et être vraiment dans une, dynamique finalement, il faut qu'on se dise, nous, en tant qu'acteurs, on leur donne en héritage une société qui les accueille pas vraiment, puisqu'un quart est jeté, de son avenir et donc c'est comment arriver, nous aussi, à être, bienveillants avec soi-même et être, comment en tant qu'acteurs, dans cette dynamique d'accueil, du jeune et d'accueil absolu du jeune. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, je voulais et après j'aurai terminé, voilà, de quand on réfléchit à une politique jeunesse, en fait, on doit réfléchir à une politique globale. Parce que quand on touche à un sujet, on va obligatoirement, avec l'effet domino, toucher à plein de choses et finalement peut-être détruire d'autres choses qui étaient en place et donc il faut vraiment avoir une vision globale, de l'offre et des acteurs pour pouvoir réfléchir à une politique, cohérente. Donc ensuite, ce que je voulais, parler, mais là, les jeunes, ils ont besoin d'avoir une référence unique où s'adresser, même si c'est pas que un acteur, enfin, qu'un seul guichet. Après, ils peuvent être réorientés vers d'autres guichets, mais ils ont besoin d'avoir une référence absolue pour un repère, dans la ville, sur le territoire, qui leur dise: «Là, je peux trouver une réponse» et que ce soit le même repère partout pour tous les jeunes parce que c'est pour les parents, pour les jeunes, même pour les acteurs, c'est un problème si on est obligé de chercher partout, la solution et puis après, c'est de travailler sur un diagnostic global et pas un diagnostic sectoriel. Parce que le diagnostic sectoriel peut être, parfait, sur un petit secteur de l'activité et puis, finalement, peut, être, inactif, inopérant, sur un autre secteur. Donc vraiment avoir cette réflexion, de diagnostic partagé global et c'est mieux organiser les partenariats pour qu'il y ait une vraie transmission des dossiers. C'est proposer une politique, voilà, alors moi je disais une politique nationale, pour gérer, la péréquation et veiller à l'égalité des territoires, parce que je pense que c'est important. Inscrite dans une politique européenne, bah, aujourd'hui on ne peut pas y couper, hein, c'est important puisque vous touchez du FSE, vous touchez des subventions, européennes, ensuite qu'il y ait une vraie coordination au niveau régional. Il ne faut pas refuser en fait que le régional puisse être un acteur de cette, politique
Et par contre, il faut une animation au niveau agglomération, au niveau territorial. Et là, ce que vous proposez est intéressant puisqu'en fait, vous êtes en bas de cette échelle de politique et que vous soyez moteur dans une action de territoire est intéressant à ce titre-là. Dans un objectif national, puisque vous êtes dans le pic, etc., vous répondez à un appel d'offres, donc c'est très intéressant. Et puis, je voulais vous dire aussi, mais bon, là, j'ai plus trop le temps. Juste rajouter une chose, ça nécessite en fait au niveau global de penser les temps libres et citoyens des jeunes. Les jeunes sont des citoyens à part entière. Les jeunes sont inscrits dans une citoyenneté, malgré qu'ils ne vont pas beaucoup voter, mais c'est un choix de leur part de ne pas aller voter parce qu'on ne leur propose pas ce qu'ils ont envie. Voilà. Donc, qu'ils aient une capacité à justement occuper leur temps libre par des activités culturelles, sportives accessibles à tous et pas seulement à certains qui ont les moyens. C'est peut-être de travailler sur le lien intergénérationnel parce que parfois, ça peut résoudre des problèmes de logement, tout simplement, de garde d'enfants, pourquoi pas pour des jeunes qui sont tout seuls et qui élèvent leurs gamins tout seuls. Enfin bon, il y a plein de situations possibles vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Ensuite, ça veut dire qu'il faut travailler sur la sécurisation des parcours des jeunes, parce que il faut que alors bon, moi j'ai travaillé au niveau global, hein. C'était des réflexions auxquelles je crois et peut-être qu'on arrivera un jour à à cette chose, enfin, à ces propositions. Revenu universel d'insertion, c'est pour en fait pour ne pas être rien, il faut avoir les moyens de ne pas être rien. Et comme on sait qu'il y a 60 de non-recours, eh bien, il faut que sans demander, on ait une transition honorable, quel que soit son statut. Et quand on est entre l'éducation, entre la formation, entre l'emploi ou entre la vie citoyenne, pourquoi pas dans un service civique, et bien quand on est dans un entre-deux, il faut qu'on soit dans une dignité, que le jeune retrouve leur dignité. Et je pensais que le revenu universel d'insertion systématique automatique pouvait être un moyen. Ensuite, la sécurisation des parcours. Aujourd'hui, on a un vrai problème. Les jeunes sont sans statut. C'est pas sans, parce qu'en fait, ils disent je suis rien. Ils sont sans statut, donc rien. Et en fait, c'est comment arriver à ce qu'il ne soit pas rien dans ces entre-deux. Et moi, j'avais imaginé, et là, l'émission locale pouvait avoir un rôle très important dans tout ça. C'est avec la création du compte personnel d'activité, c'est créer une carte vitae d'activité qui permettrait de mettre tout ce qui servira pour l'activité tout au long de sa vie, tous les éléments, hein. Vous retrouverez dans mes travaux l'ensemble de ce qu'il faut mettre, mais surtout en fait que au niveau du stage de cinquième, eh bien les missions locales viennent se présenter dans les établissements, pas de cinquième, de troisième, pardon, les missions locales viennent se présenter dans les établissements scolaires. Comme ça, tout le monde saura que la mission locale existe, hein, ce qui sera quand même une grande avancée, et à donner la carte vitae d'activité qui permettrait d'inscrire tous ces éléments pour que les jeunes ne soient pas rien pendant ces entre-deux. Donc ça, c'était un élément. Et puis troisième trois conditions nécessaires. Et là, vous pouvez aussi vous faire des propositions, c'est-à-dire le permis de conduire, c'est-à-dire la maîtrise d'une langue étrangère minimum, et puis les nouvelles technologies, la maîtrise des nouvelles technologies qui sont très importantes aujourd'hui, particulièrement au milieu rural, comme on en discutait tout à l'heure. Ensuite, le dernier truc, c'est penser la protection. Aujourd'hui, la prévention spécialisée a fait un travail remarquable dans les zones urbaines sensibles. Elle n'est plus, au vu du public des invisibles, qui est à 87% en dehors des QPV. Eh bien, il faut réinventer la prévention spécialisée et peut-être
peut-être au lieu que les éducateurs aillent sur les territoires, peut-être, faire venir les jeunes, près des éducateurs. Enfin, i réinventer les choses. Pour moi, il faut protéger les jeunes jusqu'à 18 ans et bon là, c'est pas de votre ressort, mais je pense que, l'éducation obligatoire jusqu'à 18 ans était une, chose importante et puis peut-être pour que vous arriviez à travailler tous ensemble d'une manière complètement naturelle, peut-être inventer un service, public, qui, rassemblerait la prévention, l'insertion et l'accompagnement tout au long de la vie. Voilà ce que je voulais vous dire et écoutez, je vous souhaite bon courage parce que c'est un travail, de longue haleine que vous allez engager et je vous souhaite, de réussir dans vos travaux. Voilà. Il y a une question récurrente, je vais juste dire, qui revient toujours dans les... en fait, c'est comment j'ai réussi à calculer les invisibles et à les rencontrer. Voilà, c'était deux questions. À les calculer, c'est simple. En fait, c'est ultra simple. Vous partez d'une masse et puis vous éliminez la méthode de l'entonnoir, vous éliminez ceux qui sont visibles, ensuite vous éliminez ceux qui sont en emploi précaire, ensuite vous éliminez ceux qui sont en accompagnement long et vous trouvez vos invisibles de degré 4. Voilà, tout simplement. Alors pour les rencontrer, alors justement, moi j'ai un petit peu triché parce que je suis prof, j'étais prof en ZEP, en atelier relais. J'ai été prof pour des jeunes perdus de vue à l'époque et que j'ai suivi en fait, j'étais prof de maths dans des centres de formation pour les jeunes qui étaient en SDF, sortis de prison, toxico, etc. Et en fait, qu'il fallait faire revenir dans un cursus d'apprentissage. J'étais dans une bibliothèque associative, dans un QPV, dans un quartier sensible. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, enfin plein de trucs. Et finalement, et puis quand j'ai commencé ma thèse, j'étais dans un syndicat, j'étais dans un parti politique, j'étais en milieu professionnel, en milieu associatif, et j'ai énormément parlé. À chaque fois que j'avais une assemblée autour de moi, ou même perso avec des amis, je disais, voilà, je travaille sur ça. Est-ce que vous connaissez un jeune qui est dans cette situation? Et pas une fois, quelqu'un n'avait pas une situation à me proposer. Donc, et puis, donc ça a été les premiers jeunes avec qui j'ai travaillé au départ. Et ensuite, au niveau syndical, on a fait une permanence dans un forum pour l'emploi, la national, à Paris, où il y a, je sais plus, 50 000 jeunes qui sont passés, donc c'était pas mal. Et j'avais proposé un questionnaire interactif, c'est question d'emploi ou je sais plus, enfin bref. Et finalement, les jeunes se sont pas mal arrêtés. Ont répondu au questionnaire et en fait, là-dedans, il y en avait plein qui étaient dans cette situation. Ils se déplaçaient encore croyant que peut-être, voilà, mais cela dit, ils se sentaient dans cette situation d'invisibilité. Et là, j'en ai rencontré une centaine dans l'espace de 2-3 jours. Donc, voilà les différents éléments. Donc, c'est relativement... pour moi, ça a été relativement aisé. Peut-être que pour des jeunes, parce que j'avais un background, j'avais déjà ma vie. Mais pour un jeune universitaire, un jeune en thèse à 30 ans, il n'aurait pas forcément pu avoir les mêmes... voilà. Et puis j'avais un directeur de thèse, Philippe Mérieux, qui était quelqu'un qui, en plus, voilà, mais qui en plus, je l'avais choisi exprès, c'était loin de chez moi, mais il avait deux avantages. D'abord, bon,
comment sa notion comment d'éducabilité absolue pour tout le monde, de progression possible pour tout le monde, pour moi était essentielle. Mais surtout, en fait, parce qu'il était vice-président en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle. Voilà. Et du coup, lui, il était en demande. Et puis, bah, moi, j'étais. Donc, finalement, on a travaillé. Voilà. Et mais sinon, vous pouvez retrouver, j'ai un site, un site qui s'appelle La Jeunesse Invisible sur Overblog, qui est accessible, où vous pouvez trouver plein de documents. Parce que j'ai décidé de publier tout au long de mes travaux plutôt que de garder pour moi, parce que je pensais que c'était d'utilité sociale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis professeure, je travaille à temps plein parce que je suis professeure, mais je suis professeure documentaliste, donc 30 heures de travail voilà, sur place. Et du coup, pas beaucoup de temps, mais je pense que c'est un sujet tellement sensible et du coup, quand on me demande si je veux venir présenter, bah, je dis oui. Mais bon, c'est vrai que je suis beaucoup sollicitée. Ça va devenir un peu difficile de tout accepter. Mais vous avez, voilà. Oui, oui, oui. Absolument. Alors, vous avez entièrement raison de poser cette question parce que justement, par rapport à la notion d'accompagnement. Finalement, quand j'ai eu mes entretiens, ils étaient extrêmement larges au niveau des questions posées et comment je prenais leurs réponses et ensuite je discutais avec eux. Et du coup, je leur donnais des pistes de solutions. Je leur disais, il faut absolument que tu ailles voir un tel, etc. Et en fait, il suffit de pas grand-chose. Et j'en ai suivi plus particulièrement une vingtaine. Il y en a d'autres que j'ai pas revus, bien évidemment. Mais ceux que j'ai suivis avec juste parfois un coup de pouce, la bonne adresse, eh bien, ils ont retrouvé une voie et s'en sont sortis finalement. Donc, il ne faut pas grand-chose. La seule chose, c'est que si on ne sait pas qu'ils existent, eh bien, on ne peut pas agir et on ne peut pas leur donner justement le bon truc. Et moi, sincèrement, je pense que une grande majorité de ces jeunes invisibles, s'ils avaient une vision parfaite de l'offre, avec vraiment expliquer, avec justement, si tu as envie de faire de la formation, en posant les bonnes questions. Est-ce que tu as envie de retourner dans un cursus de formation? Est-ce que tu as envie d'aller en emploi? Est-ce que, etc. Est-ce que tu veux t'engager enfin, des questions simples, mais que vous savez tous poser d'une manière professionnelle, etc. Et comment la plupart peuvent se réorienter tout seuls. Mais il faut qu'ils aient ils veulent choisir. Ils veulent pas qu'on leur impose. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et donc, on va dire 75% de ces jeunes en invisibilité seraient en capacité, juste avec le petit coup de pouce, avec cette connaissance de ce qui existe, seraient en capacité. Ensuite, il y en a qui sont tellement en souffrance psychologique et en retrait de la vie, parce qu'il faut dire quand même que parmi ces jeunes, il y a un taux de suicide ou de tentative de suicide très important. Et en France, on est quand même en tête de ces tentatives de suicide. Eh bien, ils ont besoin, eux, vraiment d'un accompagnement précis, d'un accompagnement social, mais aussi d'un accompagnement psychologique très important. Et il ne faut pas faire l'économie de ça pour les remettre dans une voie. Voilà, tout à fait. Parce que un invisible, il est à l'arrêt. Quand on est en équilibre instable, en marche, il n'y a pas de problème.
excusez-moi pour le parallèle, sans aucun, comment, mais quand il est en capacité d'avancer, pas de problème, il est en équilibre instable, donc en fait, il peut avancer. Quand il est à l'arrêt, il faut le remettre dans cette dynamique d'avancer et ça, c'est pas évident du tout. C'est pas évident et là, c'est le vrai rôle des accompagnateurs, des acteurs sur le terrain. Il faut pas les décevoir, il faut vraiment être dans une souplesse, dans une bienveillance, dans un accueil au sens originel du mot pour leur redonner confiance, les remettre en dynamique. Mm. Donc voilà.